Nous connaissons tous le message des climatologues. Sans réduction de nos émissions de CO2, c'est une planète invivable qui nous attend. Les incendies géants, les canicules et les inondations récentes ont commencé à éveiller les consciences. Pourtant, face au dérèglement climatique, dans nos modes de vie, presque rien ne change. Car une part intime de nous-mêmes ne prend pas la mesure de la situation et nous empêche d'agir. Notre propre cerveau refuse de voir la réalité en face. In the face of negative events, we tend to bury our heads in the sand. Déni, déformation de la réalité. Des recherches dans le monde entier dévoilent les mécanismes psychiques qui nous aveuglent et nous paralysent. Unser Gehirn interessiert sich sehr für die Informationen, die unser Weltbild bestätigen und nicht für jene, die unser Weltbild widersprechen. La menace serait trop vaste, trop floue, trop saisissante pour bousculer notre insouciance. Il y a l'idée que le progrès technologique nous tirera toujours de tous les mauvais pas dans lesquels nous risquons de nous trouver. Comment sortir de cette inertie collective et changer les comportements? Psychologists around the world recognise that there is a fundamental role that their discipline plays in tackling climate change. Nous allons explorer les mécanismes cérébraux qui nous poussent à faire l'autruche devant la menace climatique et nous mettre en quête des ressources psychiques qui permettront d'y faire face. Située à 30 km de Rodez, Arvieux est une commune de l'Aveyron réputée pour son engagement dans la transition écologique. Ici, les enjeux du dérèglement climatique sont abordés dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les élèves expérimentent une activité encore rare dans les écoles. La fresque du climat est un atelier créé par une association qui décrypte les rouages de la machine climatique. La séance est animée par Benoît, qui a fait de la transition un engagement personnel. Qui a déjà entendu parler de réchauffement climatique? Tout le monde en a entendu parler. Donc l'atelier Tous ensemble ce matin consiste à utiliser des cartes qu'on va placer les unes par rapport aux autres et qui vont permettre de comprendre les mécanismes du réchauffement climatique global. On a dit que le CO2 avait une influence sur l'effet de serre et que l'effet de serre avait pour conséquence d'augmenter la température. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce fonctionnement de l'effet de serre? S'il y a trop d'effet de serre, la chaleur elle reste dans l'enveloppe de la Terre, du coup elle atterrit sur nos bâtiments et sur nous, et c'est pour ça qu'il fait si chaud l'été et tout ça. Et tout ça, ça a un certain nombre de conséquences à la fois sur la biodiversité, à la fois sur les événements climatiques qui vont être beaucoup plus intenses que ce qu'on a l'habitude de voir et qui vont pousser finalement des populations, en particulier les plus défavorisées dans le monde, à devoir migrer. Elles vont devoir partir de l'endroit où elles vivent parce que la zone dans laquelle elles se trouvent ne sera plus vivable. Est-ce que ça vous inquiète? Oui. Oui? Alors, je propose de lire la dernière carte. Je m'achète des choses. Où est-ce qu'on place cette carte? Avec les premières là. Exactement. J'allume la clim ou le chauffage, je prends la voiture ou l'avion. Super. Donc en fait, là, vous avez compris, ce sont les cartes qui caractérisent les activités humaines. Ces activités humaines, ça a un impact sur la concentration de CO2 qui accroît l'effet de serre naturel. Et tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, qui est très très important, c'est que ça se passe un peu partout sur la planète parce que nous avons tous ce type d'action-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser au maximum nos actes pour éviter d'avoir une élévation de la température à l'échelle de la planète qui soit trop importante et que ça reste vivable pour nous. Les enfants comprennent très bien le rôle de nos comportements au quotidien dans le dérèglement climatique, tout comme les adultes d'ailleurs. Pourtant,
Depuis le temps que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, rien ne change vraiment dans nos modes de vie, comme si la menace était irréelle. Most of us know the tale of the frog that is placed in cold water. And then when you heat the water very, very slowly, the frog never jumps out and it boils to death. Well, human beings are on a planet that is heating very, very, very slowly. And the question now is, are our brains capable of detecting that and dealing with the problem? Because unlike the frog, we've got no place to jump to. Alors qu'est-ce qui coince dans notre cerveau? Qu'est-ce qui fait que nous laissons la température monter sans réagir? Global warming triggers a few different biases, actually, that make it difficult for people to act. One is that it is a negative event where most of the negative consequences are way in the future. Si par exemple je recycle, il n'y a pas un arbre qui apparaît chez moi. Et il n'y a pas non plus de punition directe. Si je ne recycle pas, il n'y a pas une banquise qui me tombe sur la tête. Donc on a un décalage temporel entre les causes et les effets. Notre difficulté à évaluer correctement les menaces lointaines fait partie de ce que les scientifiques appellent les biais cognitifs. Des phénomènes de distorsion de la réalité, inconscients, qui trompent notre cerveau dans les situations incertaines et angoissantes. Für den Klimawandel heißt es, dass da in unserem Gehirn eine Barriere ist, die wir überkommen müssen. Und diese Barriere ist das Gefühl, das das Gehirn erzeugt, dass wir im gewissen Sinne unverwundbar sind, dass die schlechten Sachen in unserer Zukunft nicht uns zustößen kommen. Professeur de neurosciences à l'Université City de Londres, Andreas Capes est un spécialiste des biais cognitifs. Ses recherches prolongent les expériences menées sur des étudiants par le professeur Neil Weinstein dans les années 80. Elles avaient révélé à quel point notre cerveau s'arrange avec la réalité. Dans le cours aujourd'hui, nous allons faire une petite expérience. Je vais vous poser quelques questions et tout ce que vous devez faire, c'est de lever la main si vous êtes d'accord. Qui pense avoir plus de chances que les autres de se marier avec quelqu'un de riche? Des chances plus élevées d'avoir un enfant surdoué? De garder la ligne dans les 10 prochaines années? Pour les événements heureux, la majorité pense qu'elle en bénéficiera plus que les autres. Mais concernant les accidents de la vie, c'est exactement le contraire qui se produit. Qui a le sentiment d'avoir des chances moins élevées que la moyenne d'avoir le cancer? D'être un jour attaqué en justice? Ah, félicitations! On dirait que vous êtes tous meilleurs que la moyenne. Statistiquement, c'est impossible, mais tant mieux pour vous. It's statistically impossible for everyone to do better than everyone else. So this, by definition, is a bias, right? It's an illusion. It's not something that is actually possible. Les scientifiques appellent ce phénomène le biais d'optimisme. Et ils ont démontré que celui-ci sévit chez à peu près tout le monde et dans tous les secteurs de l'existence. Das zeigt uns, dass es keine Frage ist, ob man Statistik versteht oder nicht, oder ob man besonders intellektuell begabt ist oder nicht, sondern dass das ungefähr 80-90% aller Menschen zeigen, egal ob es ein Professor, ein Student, Bauarbeiter oder Angestellter ist. When it comes to optimism and in climate change, I think optimism comes in that we believe that we as individuals will be less negatively impacted by global warming than other people around us. So we underestimate our own negative consequences. Il n'y a pas si longtemps, quand la vague du coronavirus a déferlé sur la planète, cet optimisme irréaliste a probablement joué dans la perception de la menace, y compris chez les décideurs. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. In the beginning, uncertainty was very, very, very high.
And when uncertainty is high, that's another kick for the optimism bias. There's some negative evidence coming in. However, you can decide to focus on the positive evidence. And it is highly likely that people were underestimating the risk of COVID, and as a result, taking action a little bit too late and maybe not enough. Avec un cerveau si peu enclin à croire au désastre, pas étonnant que l'alerte lancée par les climatologues depuis 30 ans ait rencontré si peu d'écho. D'autant que cette difficulté à regarder la réalité en face est renforcée par un autre biais, culturel celui-là, nos cadres cognitifs. C'est quoi nos cadres cognitifs? C'est toutes les représentations, les visions du monde avec lesquelles on vit depuis très longtemps. Par exemple, l'idée que l'humain est supérieur à la nature et que la nature, elle doit être transformée à notre avantage. Et tout ça n'a aucune importance parce que c'est bon pour nous. Dans son cours sur les enjeux climatiques du XXIe siècle à l'Université Paris-Dauphine, Dominique Méda fait remonter notre rapport à la nature au début de la civilisation judéo-chrétienne. Dans la Genèse, notamment Genèse 1, il est dit que Dieu a demandé aux humains, à Adam et à Ève, de dominer la nature et de l'assujettir, d'assujettir les autres espèces, et finalement transformer la terre sur laquelle ils se trouvent en jardin d'Éden. Les progrès scientifiques et techniques fulgurants des 2 siècles derniers ont depuis procuré à l'homme le vrai pouvoir de transformer la planète et conforter cette toute-puissance qui le pousse aujourd'hui à faire l'autruche devant la menace climatique. Jusqu'à maintenant, le progrès technologique nous a toujours permis de nous tirer de mauvais pas. Il nous a permis de traiter les grandes maladies, les grandes pandémies, alors, y compris celle-ci, en trouvant des vaccins. Donc, je crois que derrière tout ça, il y a la croyance à la puissance du génie humain. Pourtant, ce sentiment d'impunité commence quand même à vaciller aujourd'hui. Et plus que les graphiques ou les démonstrations scientifiques, c'est la réalité dévastatrice qui ravive la menace. Depuis 2018, les événements météo extrêmes se sont succédés. Méga-feux, pics de chaleur et inondations monstres. Aucun continent n'a été épargné. Les effets du réchauffement ont fait irruption dans notre quotidien. Lauren Whitmarsh fait partie des chercheurs en psychologie sociale qui travaillent avec le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Son laboratoire étudie la perception du réchauffement dans le monde entier. Concern about climate change has been rising a lot in recent years, and so we actually saw that up until about 2019 there was a very high peak in concern in many countries around climate change that matched people taking to the street, protests, and Greta Thunberg, receiving a lot of media attention. And interestingly, our surveys over the last couple of years show that actually it has continued to be a very high concern for people even during the pandemic. Il y a 10 ans, moins d'1 personne sur 2 déclarait avoir entendu parler du réchauffement climatique. Aujourd'hui, les 2 tiers de la population mondiale le considèrent comme une menace. Au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, cette inquiétude concerne les 3 quarts des gens. Le climat est devenu une préoccupation majeure. Mais les dernières évaluations révèlent aussi que sur cette planète, 1 habitant sur 3 reste sceptique quant à l'origine humaine du changement climatique. Parmi eux, certains sont très influents politiquement. Global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I don't believe it. No, I don't believe it. Des intérêts financiers et économiques dictent évidemment ces déclarations officielles. Mais malgré les preuves scientifiques, 100 millions d'Américains et 70 millions d'Européens doutent aujourd'hui sincèrement de la responsabilité humaine dans le réchauffement. Comment expliquer cette réticence à reconnaître les évidences ?
Pour Tali Charot, chercheuse en neurosciences, cela tient à la manière dont notre cerveau traite les informations. En effet, sans le savoir, nous avons l'habitude d'ignorer les messages qui contrarient nos convictions. Les psychologues appellent cela le biais de confirmation. If I think that vaccines are very effective and I read an article suggesting that it is, that will make me more confident. But if I read an article saying that it's not very effective, I dismiss it as, not good science. Und es gibt 40, 50 Jahre an Forschung, die zeigt, dass der Confirmation Bias in fast allen Bereichen, in allen wichtigen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt. Grâce à une étude en ligne menée sur des centaines de participants, Tali Charot a montré que sur le cerveau d'un sujet qui n'y croit pas, un message d'alerte climatique n'a pas le même effet que sur celui d'une personne convaincue. We asked people, first of all, about their views about climate change. So we asked them different questions about, do you support the Paris Agreement, and so on. Based on those questions, we divided them into those that were believers that climate change is real and is man-made, and those that are a bit skeptical. Les participants ont ensuite été invités à donner leur estimation personnelle du réchauffement climatique. Sans surprise, ceux qui croient au réchauffement annoncent une élévation de température supérieure à celle des climato-sceptiques. Mais ensuite, Tali Charot fait une annonce aux participants. Scientists have re-evaluated the data and concluded that the situation is much, much worse than they thought before, and the temperature would rise up to 11 degrees in the next 100 years. Le but de l'expérience est d'évaluer comment les deux groupes vont utiliser cette nouvelle information. What we found was that those individuals that already believed that climate change was happening, they really took in that information into account and they upped their temperature estimates, right? So now they believe things are worse than they did before. On the other hand, those that were skeptical to begin with disregarded this information and didn't change their estimate much. Sans le savoir, nous pratiquons tous ce tri sélectif. Les informations qui renforcent nos convictions sont traitées avec la plus grande attention. Celles qui bousculent nos croyances passent à la poubelle. Mais que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau pour que nous soyons si peu enclins à changer d'avis? Pour mieux comprendre cette mauvaise volonté inconsciente, Andreas, à l'Université de Londres, a entrepris de prendre nos neurones en flagrant délit de biais de confirmation. Pour cela, Andreas a réalisé une expérience sur des couples de volontaires. Sie werden gleich Bilder von Häusern sehen. Es ist Ihre Aufgabe zu beurteilen, ob die Häuser mehr oder weniger wert sind als der angezeigte Preis. Für jede Beurteilung können Sie einen Geldbetrag setzen. Den Höchstbetrag, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie richtig liegen, weniger, wenn Sie sich unsicher sind. La somme misée permet de mesurer la conviction du sujet, la confiance qu'il accorde à son choix. Ça vaut plus, c'est sûr. Je mise tout. Là, moins. Mais j'en suis pas certain. Je vais réduire la somme. La suite de l'expérience se déroule dans la salle d'imagerie cérébrale équipée de 2 scanners. Meine Damen und Herren, jetzt können Sie Ihre Beurteilung erneut einschätzen. Nehmen Sie Ihre mit der von Ihrem Partner vergleichen. Und wenn Sie wollen, können Sie entsprechend Ihren Einsatz ändern. Résultat, quand les estimations concordent, les participants prennent confiance et en général augmentent leur mise. En revanche, quand les avis divergent, chacun ignore le choix de l'autre et maintient sa mise. Le biais de confirmation fonctionne à plein régime. Hier sehen wir den Konfirmationsbias live in action. Hier sehen wir, was passiert im Gehirn, nachdem die Versuchsperson erfahren hat, dass der Partner die gleiche Meinung hat. Das Gehirn verfolgt jetzt ganz genau, welche Informationen der Partner anzubieten hat. Cette zone du cortex est connue pour intervenir dans la prise de décisions complexes.
ein ganz anderes Bild auf der anderen Seite. Hier sehen wir, was im Gehirn passiert, nachdem der Partner mir widersprochen hat, eine andere Meinung hat. Und was man sehen kann, ist, dass man nicht viel sieht. Im Gehirn passiert nichts viel. Das Gehirn kümmert sich nicht darum, was der Partner an Informationen anzubieten hat, und dementsprechend kann auch nicht die Meinung geändert werden. Metaphorically speaking, it looked like the brain was shutting down, and it wasn't encoding the information coming from the disagreeing partner. So what this shows is that people are more likely to take information, evidence, whether it's true or false, that confirms to what they believe, and that makes them a little bit more extreme, right? They become more and more extreme, more and more confident, and it causes polarization. Ce fonctionnement profondément ancré dans notre cerveau explique les difficultés que nous avons tous à changer d'opinion et interroge évidemment sur la meilleure façon de communiquer sur le climat. Wenn wir versuchen, Leute mit Klimawandel davon zu überzeugen, dass der Klimawandel etwas ist, das wir ernst nehmen müssen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass bevor wir die vor den Kopf stoßen, bevor wir reingehen und sagen, oh, du bist falsch, ich bin richtig, jetzt hör mir mal zu, dann haben wir die Leute schon verloren. Was wir sagen müssen, ist, wir müssen gucken, okay, wie kann ich irgendwie etwas finden, wo wir einen gemeinsamen Faktor finden, etwas Gemeinsames finden, wo wir beide übereinstimmen können, sodass das Gehirn engagiert bleibt und mir dann zuhört. La polarisation des opinions sur le réchauffement climatique est au cœur des études menées par Stéphane Lewandowski. À Bruxelles, ce professeur de psychologie travaille avec le Centre de recherche de la Commission européenne à comprendre comment les technologies numériques entretiennent et amplifient le doute vis-à-vis du réchauffement. 100 years ago, if you were living in a village in France somewhere and you thought the earth was flat, everybody would look at you, around you, and say, well, whoa, what's wrong with that guy? Ha ha ha. Now, today, you go on Facebook and you say, the earth is flat. And guess what? From somewhere around the world, there'll be another whole bunch of people who believe this. None of these people would ever find anybody else in their neighborhood who shares their belief, but online, they can meet. Alors, quel est le rôle joué par Internet dans le déni climatique? Comment influence-t-il les opinions? We know from a lot of research in psychology that people hold on to a belief to the extent that they think it's shared by others. If I think everybody else thinks the earth is flat, then you're not going to talk me out of that belief. Because I can say, hey, what are you talking about? All my friends agree with me. And that is one thing that the internet has enabled. Stéphane a conduit une étude sur les commentaires postés sur des sites scientifiques officiels et rigoureux traitant du réchauffement climatique. Des commentaires souvent critiques et fantaisistes. The planet hasn't warmed in 15 years. Sorry, mate. Most of the warmest years on record have occurred in the last decade. The climate has changed before, yet we're still here. Everything will be just fine in the fullness of time. Yes, except Miami will be underwater. We call them zombie arguments because they're like the zombies in horror movies, you know. You keep killing them, but they keep coming back. Ces commentaires faciles à démonter posent néanmoins un problème de fond. Ils ont un impact psychologique. Un questionnaire soumis à 400 participants a révélé qu'il décrédibilise les informations publiées. When people are exposed to comments like that, they get the mistaken perception that everybody is denying climate change, and that then shifts their attitude. So the fact that these comments are out there has a measurable effect. Par son mode de fonctionnement, Internet influence les opinions. La toile fait donc désormais l'objet d'une attention particulière, notamment après les annonces importantes sur le réchauffement climatique, comme celle de Donald Trump en 2017. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw
from the Paris Climate Accord. Son annonce avait généré 6 millions de tweets. Un quart se sont révélés avoir été produits par des comptes automatisés et majoritairement favorables à Donald Trump. Dans le monde numérique, votre opinion n'est pas seulement influençable, elle est aussi manipulable. Human beings are susceptible to the perception of the prevalence of other people's opinions. And for that reason, it must be very concerning that there is a huge amount of disinformation about climate change out there. Dans son rapport à la Commission européenne pour lutter contre les manipulations organisées, Stéphane Lewandowski préconise d'obliger les plateformes numériques à identifier et bloquer les faux comptes personnels qui biaisent le débat sur le climat. Pour ceux qui ont pris conscience de l'urgence climatique, ce débat qui s'éternise sans que les choses ne changent vraiment est difficile à accepter. Mais c'est également une source d'anxiété. À Arvieux, où les associations sont très actives sur la transition écologique, l'inertie générale, mais aussi la difficulté à tenir ses propres engagements, sont souvent au cœur des discussions. Il y a 2 ans, j'ai 2 potes qui se marient, donc enterrement de vie de garçon, le groupe de potes dit collectivement, ok, on va faire un à Lisbonne, un à Glasgow. Bon, en réalité, tu pars 3-4 jours, tu dois prendre l'avion. Forcément, c'est complètement en désaccord avec ce que je sais, ce que je fais, le job, mon engagement et tout. Au final, j'ai arbitré quand même assez vite en me disant, non, je pars avec eux. J'ai mis en place mon lombricomposteur, machin, donc je me trouve des trucs positifs, sympathiques, et je sais que je fais des merdes à côté, quoi. Et quand j'ai mon gamin de 5 ans qui revient de l'école et qui me dit « Papa, ça c'est bien pour la planète si on fait ça comme ça », je dis « T'as 5 ans, tu dis ça, toi ?» Il y a des enfants qui, par exemple, commencent à pleurer à la maison parce qu'ils voient leur mère revenir avec les courses et des sacs en plastique et des bouteilles en plastique. Il y a cette dissonance entre ce que je viens d'apprendre et le mode de vie dans lequel je suis inscrit. Chez les plus jeunes, ces contradictions suscitent un mélange de détresse et de colère. Un jeune adolescent de 14 ans avec qui je discutais, qui est d'une manière assez violente, m'a dit « Toi, de toute façon, t'as abîmé la planète ». Je vois bien que les gamins sont complètement paumés face à qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pour faire les choses, et, à quoi ils doivent renoncer. Moi j'ai 4 enfants. Je me demande vraiment comment on va pouvoir travailler à les éduquer de manière à ce qu'ils fassent face collectivement aux difficultés de dégradation des conditions de vie collective, des conditions d'accès aux ressources. Les psychologues parlent désormais d'éco-anxiété. I am here to say our house is on fire. Greta Thunberg, la jeune écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement, incarne le désarroi de cette génération. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Une peur qui confine parfois à l'angoisse maladive. Les praticiens comme Albert Moukébert rapportent une augmentation des consultations en lien avec l'environnement. D'un point de vue clinique, on traite ça comme si quelqu'un a vécu un deuil. On ne lui dit pas « vas-y, va mieux ». On leur explique que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge, mais qu'il ne faut pas que ça soit paralysant, parce qu'il ne faut pas être dans une urgence permanente, ça ne sert à rien. On va juste être fatigué, donc se réveiller tous les matins et penser que à ça, ça ne va pas aider ce truc à se résoudre. Et il faut surtout pas les rassurer, leur expliquer qu'ils ont raison. Mais quelque part, cette dissonance est bien, parce qu'elle va nous permettre de revenir en consonance, pas en se disant du coup, non, le réchauffement climatique n'existe pas, ce que certaines personnes pourraient faire dans les biais d'optimistes, mais là, en retrouvant notre consonance, en disant ok, je vais adapter mes comportements. Conséquence de l'inaction des pouvoirs publics, les manifestations pour le climat ont pris une dimension planétaire. La prise de conscience a bien lieu, mais les comportements au quotidien de l'immense majorité, eux, ne changent pas. Pourquoi tant de gens convaincus de la menace persistent-ils dans leurs habitudes de vie ?
nous sommes piégés par la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Nos décisions face au problème du climat sont influencées par les réactions des autres et les attentes qu'on a vis-à-vis des autres autour de nous. Peggy Shekroun, professeure à l'Université Paris-Nanterre, étudie la manière dont nos décisions, nos comportements sont influencés par les autres. Elle prolonge des recherches menées à la suite d'un fait divers tragique qui avait fait la une des journaux dans les années 60. Deux chercheurs en psychologie, Latane et Darley, s'étaient emparés de l'affaire Kitty Genovese. You probably are familiar with it, but a young lady got stabbed to death by a random killer, and her neighbors watched while this went on. It went on for about 40 minutes, and nobody helped, and the police were not called until much, much later, and so finally she died. À l'époque, les journaux ont rapporté que des dizaines de personnes avaient assisté à l'agression, mais aucune n'était intervenue ni n'avait appelé la police. Alors, ce qu'ils vont chercher à comprendre, c'est quels mécanismes psychologiques vont expliquer que les gens, dans cette situation où normalement on est tenté de penser que tout le monde va réagir, eh bien eux non, ils décident de ne pas réagir et de ne pas intervenir. Donc ils décident de mettre en place une expérience qui va reprendre de manière très réduite et très contrôlée finalement la situation du fait divers. Évidemment, pas question de perpétrer un crime. Les scientifiques ont imaginé un scénario où les personnes testées sont mises en situation de porter assistance à une autre. Le participant est installé dans un box individuel. Dans ce box, il s'équipe avec un casque comme celui-là et on lui explique qu'il est en communication avec un autre participant qui est dans un autre box à côté, qui est en fait un acteur, un compère de l'expérience, qui va au bout d'un moment simuler un malaise que le participant va entendre dans son écouteur. Résultat, dans 80% des cas, se croyant seul témoin de la scène, le sujet testé sort de la cabine pour appeler à l'aide. Les chercheurs ont ensuite augmenté le nombre de participants à l'expérience, ce qui a profondément changé les réactions observées. Quand les participants sont 3 à assister au malaise, ils vont intervenir moins fréquemment que les participants qui sont seuls et également intervenir pour ceux qui interviennent moins vite que les participants qui sont seuls. Plus les gens susceptibles d'intervenir sont nombreux, plus on se sent autorisé à ne rien faire. Car les autres peuvent agir à notre place. Le phénomène a été baptisé « diffusion de la responsabilité » ou « effet spectateur ». Peggy Shekroun a montré qu'il s'applique aussi aux enjeux environnementaux. On a transposé l'expérience de Latane et Darley dans un espace vert où on a demandé à quelqu'un de jeter un détritus, donc une bouteille d'eau ou un papier, en contrôlant le nombre de personnes qui assistaient à la scène. L'expérience a donné lieu au même résultat que pour le faux malaise. Plus les témoins autour de la scène sont nombreux, et plus l'auteur du geste a de chances de s'en sortir sans remontrance, et plus la bouteille a de chances de rester là où elle a été jetée. Quand on est dans une situation où les indices ne sont pas très clairs, où on n'est pas vraiment sûr que ce soit de notre ressort d'intervenir, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les réactions des autres. Chacun interprétant la situation de la même manière en regardant les autres, personne ne fait rien. C'est ce qui explique le délai plus long d'intervention quand les gens sont plus nombreux, par exemple. Plombé par l'effet spectateur, notre cerveau peine à prendre l'initiative de comportements plus vertueux pour l'environnement. L'inertie des autres vient inhiber notre propre envie de changer. Mais si certaines de nos mauvaises habitudes persistent, c'est aussi pour une raison plus triviale. Savez-vous seulement ce qui dans votre mode de vie impacte vraiment le climat ?
Les travaux menés par Bernadette Suterlin à l'Institut pour les décisions environnementales de Zurich ont révélé que concernant l'alimentation, la plupart des gens ignorent les règles de base. Pour son expérience, elle a utilisé un buffet artificiel. Sur cette table, tout est factice, mais ressemble à s'y méprendre à de la vraie nourriture avec laquelle les participants vont se composer un repas. Sie können sich gerade einen Teller nehmen. Jetzt sehen Sie hier ein Mittagsbuffet vor sich mit verschiedenen Lebensmitteln. Und ich würde Sie jetzt bitten, sich ein Mittagessen zu schöpfen, so wie Sie das normalerweise im Alltag essen würden. Libre de son choix, que va prendre ce premier participant? Du riz, des carottes et évidemment de la viande. Un steak et une fricadelle de bœuf, ce qu'il y a de plus impactant pour l'environnement. Man sollte eben möglichst wenig tierische Produkte konsumieren und vor allem sollte man dann eben möglichst wenig Fleisch konsumieren, weil das von den tierischen Produkten noch den größten Einfluss hatte auf die Umwelt. On estime que les produits d'origine animale représentent à eux seuls la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation humaine. Wenn man trotzdem Fleisch konsumieren möchte, müsste man darauf achten, was für eine Sorte von Fleisch man konsumiert. Das heißt, man sollte dann eben kein Rindfleisch oder kein Kalbfleisch konsumieren, sondern vielleicht dann eher sich für ein Hühnchen entscheiden. Mais pense-t-on vraiment à cette règle quand on veut manger plus écologique? Bernadette a demandé à la moitié des participants de composer une assiette en faisant attention à l'environnement. Cette fois-ci, des patates, un peu plus de légumes et encore une pièce de bœuf. Aïe! Et le constat est le même dans les assiettes de tous les participants du groupe. Sie haben weder die Anzahl tierischer Produkte reduziert, noch haben sie die Menge von Fleisch reduziert und sie haben auch keine Differenzierung vorgenommen in Bezug auf die Art des Fleisches. Das heißt, sie haben nicht häufiger Poulet gewählt anstelle von Rindsfleisch. Das heißt, offensichtlich sind sich viele der Konsumenten nicht bewusst, was für einen großen Einfluss tierische Produkte haben und eben auch nicht, was für einen immensen Einfluss dann Fleischprodukte haben. Autre élément clé de l'expérience, la provenance des aliments précisés sur les étiquettes. Sans consigne, les participants se sentent libres de prendre du riz d'origine américaine. Dans le groupe écolo, ce sera de préférence les patates suisses. Et en dessert, les pommes locales plutôt que les bananes d'Équateur. Der einzige Unterschied, der ersichtlich war, ist, dass sich die Leute in der umweltfreundlichen Bedingung eher gegen Lebensmittel entschieden, die aus einem anderen Land importiert wurden. Das heißt, hier haben sie wirklich nur die Umweltfreundlichkeit eingeschätzt, basierend auf dieser Faustregel, dass Produkte die eben nicht aus dem eigenen Land stammen, dass die mit einem höheren Energieverbrauch verbunden sind. La provenance des aliments joue évidemment aussi sur l'empreinte carbone d'un repas. Mais il s'avère que l'impact du transport de la nourriture est bien inférieur à celui de la production de viande. Die Konsumenten, die nicht Bescheid wissen, was jetzt die Faktoren sind, die am meisten zu Umwelteinfluss beitragen. Das heißt, hier ist es wirklich notwendig, dass man den Konsumenten Handlungswissen vermittelt und eben solche einfachen Faustregeln dann auf den Weg gibt. Pour réduire efficacement son empreinte carbone individuelle au quotidien, il faut en priorité limiter ses achats de produits manufacturés, consommer moins de viande, privilégier les transports en commun, éviter les vacances au bout du monde et vivre autant que possible dans une habitation bien isolée. Le réchauffement climatique est un phénomène complexe dont les causes se cachent dans les détails de notre vie quotidienne. Informer les consommateurs que nous sommes est donc indispensable. Mais cela ne suffira pas à venir à bout de nos habitudes. Car nos réflexes de consommation sont ancrés dans les couches profondes de notre cerveau.
A lot of the things that we do, how we travel, how we eat, the things that we buy in the supermarket, these are driven by more unconscious habits than actually a conscious reflection over the pros and cons and maybe the environmental impacts of different products. Nadège Beau, chercheuse en neurosciences à l'université de Plymouth, a découvert ces mécanismes inconscients qui guident discrètement nos achats et nous poussent à consommer toujours plus. L'achat d'un produit n'est pas seulement motivé par le besoin qu'on peut en avoir, mais c'est aussi le marqueur de notre statut social. Donc avoir des vêtements de marque, une très belle voiture, peut signaler notre place dans la société, notre importance dans notre groupe. Donc avoir autant et même plus que les autres est très important pour nous. Pour évaluer l'importance de la comparaison sociale dans nos habitudes de consommation, Nadège a mené une expérience d'imagerie cérébrale sur des sujets en situation de confronter ce qu'ils possèdent. Les participants vont jouer en parallèle à une sorte de roue de la fortune et pouvoir comparer leurs gains respectifs. L'un des deux joue la tête dans un IRM. À chaque partie, le sujet doit choisir et lancer une des deux loteries qui s'affichent sur son écran. Alors dans la première roue, vous avez une chance sur 4 de gagner 10 € et l'autre, une chance sur 2 de gagner 5. C'est clair pour vous? C'est parti! Dans un premier temps, ce qui intéresse Nadège, c'est ce qui se passe dans le cerveau au moment où la flèche s'arrête et pointe la somme gagnée. Sans surprise, recevoir de l'argent active le circuit de la récompense. Il s'agit d'une région du cerveau qui procure la sensation de plaisir et motive les comportements favorables à la survie de l'individu et de l'espèce, comme manger ou faire l'amour. Maintenant, l'objectif est d'observer ce qui se passe quand le sujet voit aussi ce que l'autre joueur a gagné. Maintenant, vous jouez en même temps que votre partenaire et vous verrez sur votre écran vos gains respectifs. Résultat de l'expérience. Pour une même somme gagnée, l'activation du circuit de la récompense est systématiquement plus intense quand le gain obtenu est supérieur à celui de l'autre. C'est plus satisfaisant de gagner plus que l'autre que de gagner la même chose tout seul. Le fait de savoir qu'on a plus que les autres, c'est une source de plaisir. D'avoir des beaux vêtements, une jolie maison, une grosse télévision, c'est aussi quelque chose qui va directement activer ces aires cérébrales du système de récompense. L'homme est avant tout un animal social. Ce plaisir niché au plus profond de notre cerveau est l'héritage de notre histoire évolutive. Et dans le monde moderne, ces réflexes de comparaison sont exacerbés. Des études en psychologie sociale récentes ont montré que les réseaux sociaux vont amplifier ces effets de comparaison sociale. Parce qu'au lieu de se comparer seulement avec notre voisin et notre collègue, on va pouvoir se comparer à un réseau très étendu de personnes. Donc ça va créer de l'envie. La comparaison sociale, le biais d'optimisme, l'effet spectateur, les mécanismes psychologiques qui s'opposent au changement de nos comportements sont nombreux. Mais ces obstacles ne sont pas infranchissables. Pour Lauren Whitmarsh, qui connaît parfaitement les rouages du cerveau humain, il faut avant tout profiter des opportunités et s'attaquer aux habitudes quand elles sont fragilisées. L'épisode de la Covid-19 en est un exemple révélateur. We're here in the historic Harbourside area of Bristol, and there used to be a lot of traffic in this area, but they've closed off a lot of these roads so that only cyclists and pedestrians can move in this area. They made these changes primarily because of COVID, to enable people to walk with a safe distance between them, but they're now thinking about keeping a lot of these changes because of the other benefits like air quality and greenhouse gas emissions that they bring. Un an après le début de la crise de la Covid, la plupart des restrictions de circulation dans le centre-ville étaient toujours en vigueur. Les habitants de Bristol ont adopté de nouvelles habitudes plus favorables à l'environnement. Ailleurs, comme en France, c'est notamment le télétravail qui a bénéficié des circonstances. Selon Lauren,
La bonne stratégie pour les politiques publiques, c'est de cibler les gens au moment charnière de leur vie. For example, you move house, or maybe you have a child, or you change jobs. This provides an opportunity for the habits becoming weaker, and then you can reorganize people's routines and their behaviors to potentially do something different. They're open to doing something different because their habits have been broken. Par exemple, Lorraine préconise un accès avantageux aux transports en commun pour les familles qui viennent d'aménager, ou de communiquer sur la consommation d'énergie au moment de leur installation. Pour orienter les habitudes dans la bonne direction, les chercheurs en psychologie sociale multiplient les nouvelles approches et elles commencent à produire leurs effets. La plupart des habitants de ce quartier résidentiel sont au cœur d'une expérience organisée par l'Université des sciences appliquées de Zurich, la ZHAW. Le suivi de 70 foyers doit permettre d'optimiser les techniques d'incitation à la sobriété énergétique. La famille Pierlot est entrée dans le protocole en 2019. Die ZHW hat dann uns einen Zettel unterschreiben lassen, wir da mitmachen wollen. Sie dürfen die Verbrauche und so notieren und es gibt dann so verschiedene Projekte. Und dann habe ich das eigentlich von Anfang an eine sehr gute Idee gefunden. Dans cette expérience, les participants ne reçoivent pas de consignes explicites pour économiser l'énergie, mais un dispositif discret les incite à réduire leur consommation. Les scientifiques appellent cela le nudging, le coup de pouce en anglais. Nudging ist eine Methode, bei der die Entscheidungssituation so umgestaltet wird, dass man den Konsumenten oder den Menschen in Bezug auf sein Verhalten in eine gewünschte Richtung lenken kann oder eben hinstupsen kann. Ein Beispiel wäre die Amphiro-Installation in der Dusche, wo man eben direkt ein Echtzeitfeedback erhält zum Warmwasserverbrauch. Der Eisbär, der verliert da seine Eisscholle mit der Zeit und irgendwann hat er keine Eisscholle mehr und ich habe das am Anfang gar nicht gewusst, weil meine Nachbarin hat mir das gesagt, ja, sie, jedes Mal, wenn sie duschen, hat der Eisbär keine Eisscholle mehr. Und ich so, was ist? Der hat immer eine Eisscholle. Da haben wir gefunden, gut, in dem Fall brauchen wir nicht so viel Wasser beim Duschen. Ich schaue, ob der Eisscholle noch nicht geschmolzen ist und wie viel Liter ich gebraucht habe. Da spricht eben dann die emotionale Komponente an, dass man sich eben sorgt um diesen Eisbären und den Eisbären retten möchte. Und dadurch kann man den Effekt noch mal etwas fördern. Am Anfang, als es installiert wurde, haben die Kinder schon so, wer braucht wenig? Ich habe nur 8, ich habe nur 7 Liter. Und dann haben wir als Eltern dann müssen intervenieren und sagen, hey, sauber muss es auch noch werden. Pour réduire encore la consommation d'énergie, les scientifiques ont aussi fait jouer la comparaison sociale. Ce même réflexe qui nous pousse vers la surconsommation sert ici à favoriser des comportements plus vertueux. Ja, also da sieht man jetzt da den Warmwasserverbrauch von der letzten Woche. Das ist unser Verbrauch und das ist der mittlere Verbrauch im gesamten Quartier. Und da haben wir es natürlich gut gemacht, weil wir sogar noch unter diesen 20% waren. Es ist nicht jede Woche gleich, aber diese Woche haben wir es gut gemacht. Oben hat man dann gerade so ein Smiley gesehen. Das heisst, da haben wir es gut gemacht, weil das Smiley lacht. Es hat einem so ein bisschen stolz gemacht, wenn man jetzt so einen Newsletter bekommen hat, wo man wirklich so unter den Sparsamsten sogar noch ist, dass man dann dass man es gut gemacht hat. Das ist so ein bisschen Eigenlob. Régulièrement, Bernadette Suterlin, qui coordonne l'étude pour l'Université de Zurich, informe les participants sur les avancées de l'expérience. Wir haben im gesamten Warmwasserverbrauch durch die Amphiro-Intervention haben wir eine 10%ige Reduktion vom Warmwasser gehabt. Und jetzt durch den Newsletter sind noch mal über 5% ist der Warmwasserverbrauch reduziert worden. Das heisst, insgesamt haben wir jetzt eine Warmwasserreduktion von 15%. Ja. Auf andere Verhaltensweisen. L'expérience est toujours en cours. Si les résultats se confirment, le dispositif pourrait être déployé à plus grande échelle. In Britain, there's a behavioral insight team, the BIT, which is also known as a nudge team, and they're growing all around the world, really like kind of mushrooms after the rain, and many of them very successfully.
Le nudging donne des résultats à peu de frais et sans mécontenter l'opinion. Mais la technique ne modifie les comportements qu'à la marge. It's a really important set of tools that we can use to very easily change people's behaviour. But actually, you can't nudge people onto a bus service that doesn't exist. So you need the wider structural change, you need infrastructure change, and you need the economic incentives and so on to change. You do need a lot of other things to happen. C'est toute la complexité de la situation. Difficile de changer les comportements individuels dans une société qui persiste à promouvoir la consommation et une croissance économique incompatible avec la réduction des émissions carbone. On doit réinscrire l'économie dans la société humaine et la société humaine dans la biosphère. Et que tout ça, évidemment, la biosphère, elle a ses propres lois. Et que donc, ce qui est au centre, là, le petit bout, il doit absolument tenir compte aussi de ces lois naturelles. La réponse à la menace climatique relève d'un changement profond des politiques publiques et du fonctionnement de notre société. Mais elle se joue aussi à l'échelle individuelle. Piégés par nos habitudes de pensée, il nous faut apprendre à mieux connaître notre cerveau, refuser ses mauvais réflexes et dissiper les illusions qu'il fabrique pour enfin regarder la réalité en face et faire les choix personnels qui s'imposent.